Aujourd'hui, je vous présente une petite rétrospective des 6 vidéos que j'ai fait sur la saga Resident Evil, la saga Milla Jovovich. Vous aurez le droit à une chier de gros plans de Milla, bien sûr, à l'interprétation de Paul W.S. Anderson de Resident Evil, parce qu'on doit avouer une chose, et je vous en parlerai plus loin dans une petite conclusion sur la saga que je vous ai préparée. Resident Evil réussit quelque chose d'incroyable. C'est basé sur un jeu vidéo sans utiliser le jeu vidéo. Aujourd'hui, à revue de 2000 à 2016, 6 films Resident Evil, et ça commence maintenant. Aujourd'hui, je commence une nouvelle série de films. Une série de films basée sur un jeu vidéo. Et quand un film est basé sur un jeu vidéo, vous serez tous d'accord pour dire que c'est un gage de qualité presque assuré. Donc sans plus tarder, aujourd'hui, à revue de 2002, Resident Evil. Et ça commence maintenant. Ces énormes profits viennent de la technologie militaire, l'expérimentation génétique. Le film commence par une narration qui nous raconte un peu qui est l'Umbrella Corporation. C'est super simple pour les novices de la série. Umbrella Corporation, c'est le diable. Imaginez tout ce que vous détestez du capitalisme sauvage, c'est Umbrella Corporation. C'est pas une entreprise extrêmement nuancée, et c'est bien comme ça parce qu'après tout, on suit une logique de jeu vidéo. Le film se transporte maintenant dans un laboratoire et vous avez 3 choses à retenir de cette scène de laboratoire-là. 1. Il y a quelqu'un qui va échapper une fiole avec un virus dedans. 2. Quand tout le monde est dans la merde, c'est pas le temps de faire un concours de wet t-shirt. Il n'y a pas de feu! Il n'y a pas de feu! Et troisièmement, avoir la tête coincée dans une porte d'ascenseur, c'est pas une bonne idée. Après le labo, Milla se réveille dans la douche. Elle se lève, marche, elle semble être dans un manoir, trouve des vêtements, de la lingerie, des armes automatiques, tout ce qu'on laisse dans nos tiroirs. Elle s'habille pour l'occasion, petite jupe rouge et fuck me boots, trouve une photo de son mariage. Continue de marcher dans le manoir à la recherche de quelqu'un. Et boum! Une équipe d'intervention et un flic se pointent en même temps. Tous les personnages arrivent en même temps. On comprend pas tout ce qui se dit présentement, mais je pense que c'est important pour plus tard. Je veux votre rapport, soldat. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Il y a Michelle Rodriguez dans ce film-là. Et Michelle Rodriguez, en 2002, c'était de la bombe. Ne m'énerve pas. Le chef de l'équipe d'intervention décide qu'il se dirige vers le Hive. C'est quoi le Hive? Excellente question. Le Hive est un laboratoire secret de Umbrella Corporation. Déjà, j'ai le sentiment que j'en ai trop dit. Le Hive est un laboratoire souterrain situé très en profondeur, sous les rues de Raccoon City. Et pour atteindre le Hive, ils devront prendre le train. Par chance pour eux, dans ce train-là, il n'y a pas de crotté en train de licher un banc. Il n'y a pas de pouilleux qui veut juste de la monnaie parce qu'il y a 8 enfants à nourrir. Et il n'y a personne qui pisse dans le coin. Qualité Umbrella. La seule chose qu'ils vont trouver dans le train, c'est le marié. Oui, le gars qui était sur la photo de mariage de Milla, plutôt. Il était caché dans le débarras. On apprend maintenant que Milla et le gars qu'ils ont trouvé, ils étaient en charge de protéger l'accès au Hive. Ils travaillent pour Umbrella Corporation, ils étaient dans le manoir, ils étaient faussement mariés pour protéger l'accès. Personnellement, je trouve que c'est une grosse mise en scène juste pour protéger une porte, mais je ne suis personne pour juger des décisions d'Umbrella Corporation. Vous étiez tous deux des agents placés ici dans le but de protéger cet accès. Apparemment, les deux souffrent d'amnésie. Ça, l'amnésie dans un film, c'est vachement pratique. Oui, parce qu'en tant que spectateur, ça va nous permettre d'avoir des flashbacks tout le long du film. Au lieu de nous raconter l'histoire tout de suite, grâce à l'amnésie, on va l'apprendre tranquillement, par petits peu. Ça va, c'est juste une amnésie. Comme l'autre. Ils sortent du train, ils montent, ils se rendent compte que l'ascenseur est bloqué, décident de prendre les marches. Dans les marches, ils nous apprennent qu'il y a une intelligence artificielle qui les surveille. Elle s'appelle la Reine Rouge.
La Reine Rouge ne nous lâche pas. Elle sait où on se trouve. Qui est la Reine Rouge? Une intelligence artificielle ultramoderne. Objectif du groupe, reprogrammer la Reine Rouge. Et là, il continue d'avancer. Là, ça avance dans le truc. Mais je vous le dis tout de suite, la première demi-heure de ce film-là, il y a beaucoup de blabla. Et ce qui arrive, c'est que perso, pour moi, tu montes pas la tension dans un film en me montrant un mec taper à l'ordi. Je trouve pas ça très bandant. Mais bon, ils réussissent par ouvrir la porte. C'est bon, on y va. La seule chose qui les sépare maintenant d'eux et de la matrice de la Reine Rouge est un corridor. 3 membres du groupe d'assaut entrent dans le corridor. Ça, c'est la scène qui nous vendait dans la bande-annonce à l'époque, OK? C'est la scène qui m'a fait me lever le cul pour aller au cinéma regarder ce film-là. C'est également, possiblement, la meilleure scène du film. Sauf que c'est très con quand on y pense. Oui, parce que la seule manière que tu peux accepter cette scène-là, c'est avec une logique de jeu vidéo. Parce qu'il envoie déjà un laser bas, ensuite un laser haut. Mais il y avait déjà un laser tout petit qui faisait tout le truc qui était disponible. Pourquoi est-ce qu'une intelligence artificielle s'amuserait à les faire chier à les tuer un par un? Logiquement, l'AI a renvoyé le truc qui est tue tous d'un coup. Et là, je sais ce que vous vous dites. J'ai pensé beaucoup trop longtemps à ça. Et vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, vous aurez l'incroyable chance de jouer à un incroyable jeu. À quoi pense Milla Jovovich? Ne vous laissez pas surprendre par l'actrice aux 1000 visages et soyez attentifs. Regardez bien cette photo et demandez-vous à quoi pense Milla Jovovich. Si vous avez dit « Ah, mais cette fille dans le miroir me ressemble vraiment », vous avez gagné. Deuxième tour, restez bien concentrés, regardez cette photo et à quoi pense Milla Jovovich. Si vous avez répondu « Un jour, je jouerai dans un film qui s'appelle Ultraviolet », eh bien, vous avez malheureusement gagné. Dernier tour et voici la photo « À quoi pense Milla Jovovich ». Si vous avez répondu « Dans le 5e élément, on ne me demandait pas de parler. Maintenant, j'ai des dialogues. Les dialogues, c'est compliqué. » Vous aviez raison. Et mesdames, messieurs, merci d'avoir participé à Que pense Milla Jovovich? Et si vous aimez ce genre de quiz, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici à laisser un pouce bleu, à activer les notifications et à partager la vidéo avec vos amis. On retourne à Resident Evil. Les 3 sont donc morts, mais juste après, Kaplan réussit à désactiver la sécurité. Ce qui va faire en sorte qu'ils vont tous pouvoir rentrer dans le genre de matrice de la Reine Rouge. Sortez! Sortez, vous n'avez rien à faire ici! Je vous dis tout de suite, la Reine Rouge leur dit exactement ce qui va se passer. Hein? Vous allez tous mourir ici! Et là, ils vont faire un redémarrage forcé du Hive au complet. On a le sentiment que l'action va commencer bientôt. Oui, parce que tout ouvre, tout sort. Là, tous les infectés vont sortir. En fin de compte, ça va être la merde. Ça prend même pas 30 secondes qu'ils se retrouvent face à des zombies. Vous avez dû respirer. On fait un minimum d'efforts pour copier le jeu. Entouré par les zombies, il y a un truc qui va exploser. J'embarquerai pas dans la science des trucs qui explosent dans ce film-là. Et ça va nous offrir à nous le premier flashback de Milla Jovovich. Je peux vous aider à obtenir le virus. Habituez-vous au flashback, c'est comme ça que Paul W.S. Anderson raconte une histoire. Une porte, un code, un moment de tension incroyable. Pas mieux, non. C'est pas mieux. C'était pas difficile. Un truc qui a super mal vieilli sort de sa cage. Et là, il y a des gens qui posent des questions intelligentes. D'où est-ce qu'ils arrivent? Pourquoi on ne les a pas vus avant? Milla Jovovich va maintenant se retrouver face à des chiens. Pour être exact, je crois que c'est des Doberman. Moi, j'ai une question pour les gens de Umbrella Corporation, de toutes les corporations. Tant qu'à faire des expériences sur des chiens, pourquoi faire des expériences sur des Doberman?
Faites ça sur des petits bichons. Il n'y en aura pas de problème si vous les transformez en zombies. Ils vont être faciles à tuer. C'est sûr que si tu transformes des Doberman en zombies qui veulent tout bouffer, c'est compliqué. Milla Jovovich est également une acrobate. On apprend maintenant, via un deuxième flashback, que la sœur du flic serait impliquée dans tout ça à quelque part. Et ça nous mène au fait que le flic, qui est peut-être pas un flic en fin de compte, mais il est plus un rebelle qui essaye d'exposer Umbrella Corporation. On apprendra dans le 2 que Matt est en réalité un écologiste, un genre de terroriste qui veut exposer Umbrella à tout prix. Eh ben, il avait envoyé sa sœur pour essayer de trouver des preuves contre Umbrella Corporation. Et sa sœur, elle avait trouvé Milla Jovovich, qui devait lui fournir une copie du virus, afin d'exposer Umbrella Corporation. Mais il y a un prix à payer. Lequel? Donc, pour résumer la situation, on a maintenant 5 survivants qui sont dans la chambre de la Reine Rouge, OK? Ils sont encerclés par des zombies et ils ont 1 heure pour se casser avant qu'Umbrella fasse tout péter. Ils peuvent pas nous enterrer vivants dans ce truc. Milla décide de prendre une décision exécutive. Elle va réveiller la Reine Rouge afin que la Reine Rouge les aide. Les gens désespérés prennent des décisions désespérées. Je vous avais pourtant prévenu. Le virus T, ça vous dit quelque chose? Le virus T est une découverte médicale de première importance. En fin de compte, la seule personne qui a fait tout juste, c'est l'intelligence artificielle. Oui, la Reine Rouge, elle protégeait la société. Déjà, ce qui se passe est la faute d'un humain. Et les humains qui se sont pointés font de la merde depuis le début. S'ils auraient foutu la paix à tout le monde et qu'ils seraient restés en haut, eh ben, il n'y aurait jamais eu d'épidémie de zombies. Vous ne pouvez pas le laisser s'échapper du hive. Et là, la Reine Rouge va leur offrir un chemin. Elle va les amener dans une galerie, OK? Et là, ils vont marcher sur des tuyaux. Et Kaplan va se séparer du groupe. Votre repas va falloir le mériter! Il y a des zombies partout et Michelle Rodriguez n'a pas de bol. Sauf que le fait qu'elle se soit fait mordre, devinez ce que ça va donner. Un 3e flashback de Milla Jovovich. Le virus est vert. Le virus est bleu, l'antivirus est vert. Donc maintenant, ils vont essayer d'aller chercher l'antivirus. Sauf que c'est au tour du mari d'avoir des flashbacks. J'avoue que ça, c'est un flashback important, quoi. On apprend que c'est lui qui a foutu la merde partout. Et là, il va tourner du côté obscur de la force. L'argent nous attend en dehors. Et tu n'as pas idée de combien. Je vous avoue que c'est très dur de comprendre les motivations d'un personnage qu'on nous a pas vraiment présenté depuis le début du film. C'est pas la première fois que Paul W.S. Anderson fait ça non plus. Il y a pas à être surpris que le mec soit le méchant ou le bon, c'est dur à expliquer parce que dans sa tête à lui, il veut faire chier Umbrella Corporation. Jamais rien ne changera. Après, ensuite, je dirais ceci. Essayer de se la jouer solo dans ce genre de film-là, ça finit toujours mal. Bonne nouvelle, le mutant qui a tué le mari, eh ben, maintenant qu'il a tué puis qu'il a goûté à la chair humaine, il devient plus fort. Il monte de niveau. Là, dans leur petite pièce, c'est la panique, OK? Parce que déjà, la Reine Rouge veut que Milla tue Michelle Rodriguez parce qu'elle est infectée. Ensuite, t'as la bestiole qui frappe dans la vitre. Par chance, il y a Kaplan qui se pointe. On l'avait perdu un peu plus tôt, ils s'étaient séparés. Pétasse voulait pas ouvrir, alors je l'ai fait griller. Ils réussissent à sortir de la pièce, ils se pointent vers le train, et Milla, qui voulait pas tuer Michelle Rodriguez plus tôt, va tuer son ex-mari sans même avoir un once de remords, on dirait. Dommage, tu me manques déjà. Ils vont injecter Michelle Rodriguez de l'antivirus sur le train, mais c'est un très léger détail. Oui, parce que là, les guitares électriques arrivent à fond, et la créature attaque le train. Putain, qu'est-ce qui se passe? Kaplan meurt. Ah, le bon vieux bullet time du début des années 2000. Ce n'était pas un film d'action si t'essayais pas de copier la matrice. Voici des tuyaux. J'ai ta langue.
En passant, l'antivirus ne marche pas, donc là maintenant ils ont plus le choix de tuer Michelle Rodriguez. Et comme la bestiole a la langue de coincé, et on a le droit à un effet de feu tout pourri. Et maintenant, il n'y a plus de créatures. Ils arrivent au manoir, il reste plus que Mila et le flic. Sauf que le flic, lui, il s'est fait griffer par la créature. Donc, est-ce qu'il est infecté? Est-ce qu'il est pas infecté? On le sait pas. Vous le saurez dans le 2 parce que là, il y a des mecs qui se pointent. Programme Nemesis. Il est en train de muter. Mettez-le dans le programme Nemesis. Et c'est la fin de Resident Evil. J'ai l'étrange sentiment que cette idée de faire la série Resident Evil va m'amener sur un parcours de montagnes et de vallées incroyable. Donc si la semaine dernière j'ai fait le 1, c'est maintenant le temps de faire le 2. Bonne nouvelle pour les fans de mini-jupe, Jill Valentine arrive dans la série. Et comme il faut commencer pour finir, de 2004, Resident Evil Apocalypse. Et ça commence maintenant. Le virus T a réanimé leur corps. Le film commence par nous résumer tout ce qui s'est passé dans le 1. Et ça, je vous le dis tout de suite, c'est jamais bon signe. On enchaîne avec une transition qui nous mènera à l'entrée du Hive. Nom de Dieu. Les protocoles de sécurité s'engagent chez Umbrella Corporation. On doit donc évacuer tous les cadres supérieurs. Vous devez nous suivre. Il faut que j'attende ma fille. On s'occupe d'elle, monsieur. Sauf que sa fille... 13 heures plus tard, dans la ville, c'est la panique. Le personnel de police disponible est réquisitionné de toute urgence. Valentine, vous connaissez? Oui, Jill Valentine. Ils sont infectés. Est-ce que quelqu'un veut bien? Ah, une autre scène du 1 qu'on a recyclé. Raccoon City, sous confinement. Attention Delta, les ordres ont changé. Oliveira, tiens, un autre nom connu qu'on retrouve maintenant dans le film. Et il se bat bien, hein? Il fait des efforts, le mec. Mais tout ça pour rien. Vu ce qui se passe une fois qu'on a été mordu. Non! Dans la zone d'évacuation et de quarantaine, Valentine fait la loi. Et là, il y a un mec d'Umbrella Corporation qui se pointe. Et là, tu vois le regard de Valentine. Dans ses yeux, 50% de haine, 50% de mépris, 100% d'intimidation. Et le mec, effectivement, c'est un être très sympathique. On apprendra à le connaître beaucoup mieux tout le long du film. Vous avez 5 secondes pour quitter les lieux et retourner en ville. Vous vous souvenez du confinement quand tout le monde voulait du PQ? Ça vous rappelle des souvenirs? La ville est maintenant à feu et à sang. Le docteur Ashford, lui, ne partira pas sans sa fille. Je refuse de partir. Je ne m'en irai pas sans ma fille, Major Kane. Oui, sa fille, c'est le mégaphone du film. Tout ce qui va se passer à partir du moment, c'est l'objectif d'aller chercher sa fille. Très mince comme plotline. Dans une église, elle, Jill Valentine, fait des rencontres fort sympathiques. Par exemple, un curé qui est devenu malade, je dirais. Vous la nourrissez? Vous êtes cinglé. Et dans la grande salle de l'église, ça pue du cul. Je me souvenais plus vraiment à quel point cette scène-là était beaucoup trop longue. Mais je vous le dis, elle est beaucoup trop longue. Elle tirera à sa fin lorsque Alice, dans un moment d'héroïsme incroyable, se pointe en traversant les vitraux en motocyclette. Poussez-vous! Et bien sûr, on est en 2004, Bullet Time.
Parallèlement à tout ce qui se passe dans l'église, Oliveira, lui, est submergé par des zombies. Tous les survivants de l'église se retrouvent maintenant dans un cimetière. Logique, les cimetières sont souvent à côté des églises. Et là, on a le droit à une scène où Alice et Jill Valentine vont jouer à quelle femelle est la femelle alpha. Il est blessé et l'affection se répand. Il faut en finir maintenant. Si on doit en arriver là, je me chargerai de lui moi-même. Ce sera bien sûr suivi d'une baston dans le cimetière qui établira Alice comme femelle alpha. Chez Umbrella, on active le programme Nemesis. Ah, vous vous souvenez de Matt dans le 1? Ouais, c'est important maintenant parce que lui, il est devenu Nemesis. Activez le programme Nemesis. Allez-y. Des caisses d'armement tomberont tout près d'Oliveira et ses hommes. Par curiosité, ils vont aller voir c'est quoi. Et clairement comprendre que ces caisses d'armement-là ne s'adressaient pas à eux. On n'a pas besoin d'armes, on a besoin d'être évacués. Mais elle n'était pas pour nous. Salut toi. Aujourd'hui, j'ai une demande spéciale. Vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, un autre YouTuber m'a demandé de faire une vidéo. Je salue d'ailleurs Fred des Toiles et des Poils, ce fils de d'enfant de sa Comme Noël approche, j'aimerais bien lui retourner la faveur et je sais qu'avec Revue, j'ai développé un public que j'aime et qui m'aime. Alors je vous demande d'aller sur une des vidéos des Toiles et des Poils et de simplement marquer les mots suivants. Piège mortel à Hawaï. Loin de moi l'idée de mettre la pression sur Fred, mais j'imagine que si 100 messages d'abonnés de Revue se retrouvent sur les vidéos de Fred dans un espace de temps assez court, il n'aura pas le choix de faire une vidéo sur mon film préféré, Piège mortel à Hawaï. Alors n'oubliez pas d'aller sur la chaîne de Fred, de vous abonner, de laisser un message en dessous, Piège mortel à Hawaï. Et on retourne à Resident Evil 2, Apocalypse. Bon, soyons honnêtes, le Nemesis a quand même de la gueule. Et là, la petite racaille a un très bon point. Vous pensez la voir, vous êtes dingue. Regardez, le gros enfoiré a un lance-roquette des familles. Et je rappelle encore une fois que le Nemesis, non seulement il a de la gueule, mais au moins il a une sulfateuse. Et il n'y a jamais assez de sulfateuses dans les films. Et maintenant, la racaille a de quoi se chier dessus. De son côté, Milla Jovovich nous offre une performance égale à Milla Jovovich. Le regard vide de biche perdue, la bouche ouverte parce que respirer par le nez, c'est compliqué. Ils m'ont transformé. Le docteur Ashford fait maintenant des offres à tout le monde. Il leur dit « Allez chercher ma fille, moi je vais vous sortir de cette ville de merde-là. » C'est important de sortir de la ville et je vous explique tout de suite pourquoi. Umbrella Corporation a l'intention, à l'aube, de niveler la ville avec une bombe nucléaire. Une corporation qui, 1, possède des armes nucléaires et 2, qui a l'intention de l'utiliser. Est-ce qu'on a le choix? Non, pas si vous avez l'intention de survivre à cette nuit. En marchant tranquillement afin d'aller retrouver Angela, la fille de Ashford, il tombe sur Nemesis. Les choses dans ce film-là arrivent comme elles arrivent. Donc, on a le droit à une baston entre Nemesis et Alice. Un groupe arrive à l'école où Angela se cache et ont l'idée de génie de se séparer. Une idée qui, encore une fois, nous prouvera que c'est fort probablement la pire idée à avoir dans ce genre de film-là. Parce que la journaliste se fera tuer par des enfants zombies. Mourir par des zombies, c'est une chose. Se faire dévorer par des gamins, c'en est une autre. Valentine, elle, trouvera Angela. Oui. Dépêchons-nous, avant qu'il revienne. Et n'oubliez pas que ce n'est pas un film Resident Evil s'il n'y a pas de chien. Et c'est encore une fois Alice qui viendra sauver les miches de Valentine. Un peu d'exposition sur le virus T et Angela. Elle est infectée à un niveau très élevé. Laisse-moi voir.
Oliveira, qui a été mordu, se joint maintenant au groupe. Il a fait un deal avec le docteur Malchance, comme vous. C'est votre jour de chance. Maintenant qu'ils ont Angela, ils doivent se rendre à la mairie. Et sur le toit de la mairie, ils y trouveront un hélicoptère. Un hélicoptère qui leur permettra de se casser. Et les gardes qui les attendent à la mairie sont fort probablement les gardes les plus amateurs de l'histoire de gens qui sont payés pour garder quelque chose. Alice, elle, afin de faire son fitness, décide de courir sur un building. C'est un peu comme la scène de Tom Cruise, sauf moins bien fait. Ensuite, Alice fume du glandu. On parle ici de gens qui sont dans le film uniquement pour mourir. Des gardes totalement inutiles. Et comparativement au premier qui se prenait relativement au sérieux, on a maintenant le droit à des répliques de merde. T'en avais oublié un? Je sais pas si ça va vous étonner, mais tout ceci était un coup monté. Pourquoi tant de hâte? Nous vous attendions. Ah, pas de farce, j'étais sur le cul, hein. Je m'y attendais pas du tout. Accrochez-vous parce que maintenant le Major Kane annonce à Alice qu'elle est une création d'Umbrella. Tout comme Nemesis, parce que Nemesis en réalité c'est le Nemesis d'Alice. Il me faut vous voir en action. Tellement impressionnant de vous voir. Donc ce que le Major Kane veut maintenant c'est de savoir qui est plus fort entre Alice et Nemesis. Donc il veut une baston entre Alice et Nemesis. Et il obtient sa baston entre Alice et Nemesis. Et ce sera un combat incroyable, montré en gros plan parce que Milla Jovovich ne sait pas se battre. Donc c'est comme des gros plans comme ça, coupés hyper rapidement, qui nous montrent absolument rien. 2-3 coups de poing ici et là, c'est super mal fait. Le réalisateur Alexander Witt nous démontre que des fois dans la vie, il faut faire des choix parce qu'on travaille avec des actrices qui ne savent pas se battre. Mais bon, Alice finit bien sûr par l'emporter. Et là, le Major Kane, il est bandé. Achève-le. Je t'ai demandé de l'achever. Mais Alice, elle veut pas tuer Nemesis parce qu'elle sait que c'est son copain écologiste terroriste Matt. Elle l'a rencontré une vingtaine de minutes dans le 1 et a créé un lien hyper serré avec lui. Non. Donc le Major Kane va demander à Nemesis de tuer Alice. Toute cette force, mais pas la volonté de s'en servir. Je vous le répète, entre Alice et Nemesis, ou Matt qui est dedans le Nemesis, il y a une connexion cosmique. Tu l'as. Encerclée par des hélicos, Alice n'abandonnera jamais. Nemesis non plus, sauf qu'il va finir son parcours de vie sous un hélico. Encore une fois, je vous rappelle que ce genre de réplique-là, on n'en avait pas dans le 1. Me tuer n'arrangera rien. Non, mais ça soulage. En passant, lui crève maintenant. Alors qu'ils réussissent à s'échapper de la mairie en hélico, derrière eux, une bombe nucléaire explose. Le film se serait terminé ici, on aurait dit « OK ». Mais pourquoi terminer un film sur une telle note alors qu'on peut vraiment tomber dans le ridicule? Oui, parce que Alice, qu'on croyait morte lors du crash de l'hélico, est maintenant dans un laboratoire. Et ses facultés, autant physiques que mentales, se développent à des taux démesurés. Et c'est dur à expliquer ce qui se passe. D'un point de vue logique, d'un point de vue scénaristique, c'est une décision incompréhensible. Ils ont transformé Alice en Dieu, quoi. C'est devenu God Mode. Et je me souviens de tout. Avouez que c'est quand même toujours intéressant quand, à la fin d'un film, t'as le sentiment, en tant que spectateur, qu'on t'a pris pour un débile. Et c'est la fin de Resident Evil Apocalypse. Je vous remercie. Nous
allons nous occuper d'elle. Qui en a donné l'ordre? Aujourd'hui, un film qui n'a absolument rien à voir avec aucun jeu Resident Evil. Ouais, vous verrez, c'est plus un cosplay Mad Max entre copains. Et après avoir fait le 1 et le 2, j'ai pas le choix maintenant de continuer avec le 3. De 2007, Resident Evil Extinction. Et malheureusement, ça commence maintenant. Le film commence par des scènes du premier, mais attention, il ne s'agit pas ici d'un flashback. Non, parce qu'on apprend que tout ça est une expérience avec des clones d'Alice. Et laissez-moi vous dire qu'avec des clones d'Alice, ils vont réussir à nous faire chier pas qu'un peu dans la saga Resident Evil. Donc le clone finit par se faire tuer, ok? Et si vous voulez des clones d'Alice, ben voilà des clones d'Alice, quoi. Et en plus d'avoir commencé le film par des scènes qu'on avait déjà vues, il décide d'ajouter à ça une narration. Oui, une narration d'Alice elle-même, seule sur sa moto dans les routes désertiques de l'Amérique. La seule solution pour survivre était de rester sur la route. Sur la route, Alice répond à un appel à l'aide. On a besoin d'aide ici, KLKP. Devinez quoi? Et je pense pas surprendre personne, ok? Mais c'était un piège. Pauvre pétasse. On rencontre ici une jolie bande de consanguins dégénérés post-apocalyptiques. Alice va finir par en tuer un et va finir dans un trou. Dans le trou, les consanguins dégénérés vont lâcher les chiens sur elle. Des chiens zombies, bien sûr. Parce que là, on est dans un film Resident Evil. Et malgré que le film ait rien à voir avec les jeux, faut quand même qu'il y ait du petit fanservice avec des chiens zombies. Mais ne vous inquiétez guère, car ça finira que les chiens vont attaquer les consanguins dégénérés post-apo, parce que Alice, de toute façon, elle est trop forte pour se faire tuer par des chiens zombies. On rencontre maintenant un convoi de survivants mené par des filles beaucoup trop propres pour être dans un monde post-apocalyptique. Il te reste des clopes? Pas une seule. Même sans tabac? On se transporte maintenant chez Umbrella Corporation où on croit pouvoir transformer les zombies en main-d'œuvre docile. C'est beau de rêver. Exiger des résultats ne garantit pas de les obtenir. Et si vous vous posiez la question, Oliveira et le Black qui étaient dans le 2, ben ils sont dans le 3 aussi. Si vous m'entendez? Ça a l'air tranquille. Ça a toujours l'air tranquille. Le réalisateur du 3e film de la saga, Russell Mulcahy, réussit un exploit hors du commun dans Extinction. Oui, ça fait 25 minutes que le film est commencé et t'as toujours le sentiment d'être dans l'introduction. Oui, parce que là, c'est rendu que Claire, jouée par Ali Larter, et son groupe de survivants, prennent possession d'un motel tout pourri. T'es au bout de ton siège tellement c'est excitant. Par contre, chez Umbrella Corporation, les expériences afin de transformer les zombies en êtres plus dociles semblent avancer. Vous les avez domestiqués. Vous avez réussi. Félicitations. Mais c'est pas encore au point, quoi. Il y a encore 2-3 petits ajustements à faire, je pense. Docteur Isa! Non! Non, je vous en prie, non! Je vais sauter quelques petites minutes du film parce que tant que Alice ne rejoint pas Claire et son groupe, on peut pas vraiment dire que c'est un film. À moins, bien sûr, qu'une tempête de sable, ça vous excite. De retour chez Umbrella, l'intelligence artificielle avertit le docteur en question que Alice serait près de la base. Je vous expliquerai plus tard comment ils font pour savoir où Alice se trouve. C'est assez rigolo. Cette activité ne vient pas d'un des clones. Elle vient de l'extérieur du complexe. Sinon, question de tuer le temps, on décide de créer de la tension avec des corbeaux. Et je déconne pas, c'est des corbeaux contaminés après avoir mangé de la chair de zombie. Je vous le dis tout de suite, c'est mieux que Birdemic, par exemple, ok? Mais c'est pas impressionnant non plus, hein? Ça reste des corbeaux qui attaquent des gens. Merde! Démarrez! On se casse d'ici! Regardez-moi cette merde.
Par chance pour eux, Alice se pointe enfin. Et on a le droit à Alice sous-classe télékinésie niveau 20. Hashtag demi-dieu. Et je vous parlais plutôt de comment Umbrella sait où Alice se trouve. Eh bien, apparemment, quand elle utilise ses pouvoirs, ça dégage une genre d'onde. Et il y a un satellite dans l'espace qui est capable de capter cette genre d'onde-là. OK? Et c'est comme ça qu'ils savent où Alice se trouve. J'ai rien inventé. Ses pouvoirs semblent avoir augmenté de façon exponentielle depuis son évasion du laboratoire. On assiste ensuite à des funérailles de personnages qu'on connaissait pas, suivi d'une réunion entre Olivera et Alice qui ne fait absolument pas avancer l'histoire, et qui surtout parle de plein de choses qui se sont passées entre le 2 et le 3 qu'on n'a pas vues. Soit tu fais un film sur les choses qui se sont passées entre le 2 et le 3, ou soit tu fais le 3. Tu peux pas avoir les deux, Paul Anderson, quand t'écris un scénario. Pourquoi est-ce que t'as quitté Détroit? Je n'ai pas eu le choix. Il se servait de moi. On a également le droit à une scène remplie d'émotions entre Ali Larter et Milla Jovovich. Un grand moment de cinéma où Claire explique à Alice que les membres de son convoi ont peur d'elle. Ils savent ce que tu es capable de faire. Et ça fait peur. Sinon, le groupe se donne un nouvel objectif, car pour survivre, tu dois avoir des rêves. Ils décident d'aller en Alaska. C'est exactement le même rêve que dans ce film-là. Pour l'Alaska? Il reste un peu plus de 30 minutes au film quand simultanément le groupe de Claire avec Alice dedans décide d'aller à la recherche d'essence et que Umbrella Corporation décide d'aller à la recherche d'Alice. Juste un petit truc que je vous ai pas souligné plus tôt, mais le Black qui était dans le 2 ment à tout le monde présentement. Oui, il s'est fait mordre quand ils ont pris possession du motel tout pourri plus tôt. Et comme dans tous les films de zombies, ça prend un mec trop débile pour dire aux autres qu'il s'est fait mordre. Ouais, ça va. Les feuilles en boîte, c'est mortel. Et sur ce, il arrive à Las Vegas. Avouez qu'elles sont quand même super bien maquillées pour des filles qui sont dans un univers post-apocalyptique. Mais bon, à un moment donné, d'un conteneur sorti de nulle part, sort une chier de zombies. Et on a le droit à du Milla Jovovich. La grâce et l'explosivité d'une combattante hors pair. Milla Jovovich, la reine du gros plan. En plus, c'est même pas son mari qui réalise celui-là, là. Et tout d'un coup, sorti de nulle part, Umbrella Corporation décide d'essayer de prendre contrôle d'Alice via un satellite. Et si vous vous posiez la question, Ali Larter aussi est capable de gérer un gros plan. Sinon, le Black, dont je vous parlais plus tôt, se transforme maintenant en zombie et il va mordre Olivera, ce qui va faire en sorte qu'ils vont devoir le tuer. Dommage, il était là depuis le 2 quand même. LG! Et je vous parlais du satellite qui voulait prendre contrôle de Milla. Mais Milla, je vous l'ai dit tantôt, elle est niveau 20 télékinésie, OK? Donc, de Las Vegas, elle va endommager le satellite dans l'espace avec la puissance de sa télékinésie. Qu'est-ce qu'il y a? Le satellite, il ne fonctionne plus. Et maintenant qu'elle est libérée de l'emprise du satellite, elle peut continuer à déglinguer du zombie. Et il y a un truc super débile, OK? Parce que apparemment les mecs d'Umbrella, ils peuvent voir à travers les yeux d'Alice. Et ils voient qu'Alice s'en vient vers eux. Et vous savez ce qu'ils font? Ben, ils restent là en attendant qu'Alice vienne les tuer. Le Doc, principal antagoniste du film, se fait mordre par un zombie alors qu'il essayait de se sauver en hélico. Et quand il va retourner au labo, je vous le dis tout de suite, ce qu'il va s'injecter, c'est pas du Fanta. Le convoi, lui, a suivi l'hélico. Comment ont-ils suivi l'hélico? Je sais pas, et c'est pas expliqué, mais ils ont réussi à suivre un hélico. OK? De toute façon, on est dans un monde où une femme à Las Vegas peut détruire un satellite avec la puissance de sa télékinésie. Donc,
comment on suit un hélico dans le désert, c'est un détail. Ils arrivent donc devant la base d'Umbrella Corporation. Heureusement qu'on aime les défis. Et comme Oliveira a été mordu par le Black plus tôt, eh ben, il va décider de se sacrifier pour le bien de tous. Ensuite, Alice met les survivants dans l'hélico qu'ils ont volé à Umbrella et elle décide d'aller attaquer la base toute seule. À peine arrivée dans la base, qu'elle fait une découverte qui va vachement l'énerver. Ensuite, elle va rencontrer l'intelligence artificielle qui va lui dire « Attention Alice, ici, c'est la merde. Il y a un mec qui est devenu un super méga turbo zombie. » Mais pas que, parce que l'intelligence artificielle va également apprendre à Alice que son sang pourrait servir d'antidote au virus. Mais avant de régler ce problème-là, faut qu'elle ait tué le super méga turbo zombie. Bonne chance. En chemin, elle rencontre un clone. Mais des clones d'elle, on en a vu une chier depuis le début, fait qu'on va passer à la baston, si ça vous dérange pas. Et maintenant, on est de retour dans la piole du 1, si vous vous souvenez. Tu ne peux pas me tuer. On a le droit à un effet de merde. Au retour de la télékinésie. À la puissance inversée de la télékinésie contre la télékinésie. Et on se retrouve enfin dans le corridor du 1, la scène que tout le monde se souvient du 1, quoi. Et on va tous les deux mourir ici. On n'a plus aucune gêne quant au fait qu'on est en train de refaire le 1, mais grâce au clone d'Alice, Alice va s'en sortir. Et c'est la fin de Resident Evil Extinction. Si j'ai fait le 3, faut faire le 4. 2 de suite la même semaine, par contre. Donc aujourd'hui, à revue, mon aventure continue dans le merveilleux monde de Resident Evil. De 2010, Resident Evil Afterlife. Et ça commence maintenant. Le film commence par nous rappeler que c'est plus vraiment l'apocalypse maintenant. Non, parce qu'il n'y a plus de sable partout, comme il y avait du sable partout dans le 3. Faut dire qu'on est au Japon également, donc on sait pas ce qui se passe au Japon. Par contre, on a le droit à un super plan artistique du Japon sous la pluie où il y a des gens qui marchent. Et ce plan-là, je déconnerai pas avec vous, c'est un plan d'artisan, ok? C'est du Paul W.S. Anderson à son meilleur. Parce que tous ceux qui marchent avec des parapluies sont des humains. Alors que la seule fille qui n'a pas de parapluie, c'est un zombie. Après cette introduction incroyable, nous avons le droit à une narration. On instaure bien sûr le nouveau concept d'apocalypse et on nous indique également que nous sommes 4 ans plus tard. Est-ce qu'on est 4 ans plus tard après le premier film? Est-ce qu'on est 4 ans plus tard après Resident Evil Apocalypse? Je sais pas. C'est absolument pas spécifié. Faut deviner. Ils se sentaient en sécurité dans leur forteresse high-tech, mais ils se trompaient. On nous montre ensuite le QG de Umbrella Corporation à Tokyo en 3D. Ah, c'est vraiment super bien fait. Et on transitionne vers la salle de contrôle où il y a un problème. Oui, ils ont perdu contact avec leur sentinelle. Et la panique va choper le président d'Umbrella Corporation par les burnes et il a raison de s'inquiéter. Parce que devinez qui arrive dans leur QG. Quelle grâce dans le mouvement. Je suis ému. Un jeu de câble qui fait remonter juste assez de vomi dans le fond de ma gorge, juste ici. Et bien sûr, pourquoi se faire chier à se battre quand on a le pouvoir de la télékinésie?
clone de merde. Est-ce que c'est une façon de traiter une dame? Et le président d'Umbrella Corporation, OK, qui sera le méchant principal de ce film-là, c'est pas un rigolo, OK? Parce que si tu veux pas faire ce qu'il dit, OK, et le faire tout de suite, y a aucun problème à te tuer devant tout le monde. Nos hommes sont toujours sur place. Et oubliez pas une chose, plus il y a de Mila, plus il y a de dégâts. Le concept de mettre plusieurs Alice qui attaquent le QG d'Umbrella, wow! On parle ici bien sûr d'un poème en images. Et le président a beau tuer une Alice, mais il y a tellement d'Alice que ça sert à rien. Sa seule solution, c'est de se casser en hélico, OK? Sauf que je viens de vous dire qu'il y avait des Alice partout. Il y a donc clairement une Alice dans l'hélico. Mais pas que une Alice. La vraie Alice, Alice numéro 1. Elle se cachait bien sûr dans l'hélico et même s'il y avait 20 hélicos, elle savait qu'il allait prendre cet hélico-là. Un dernier mot. Et là, tout d'un coup, il va l'injecter d'un truc et la rendre humaine. Un antidote à la superpuissance de la télékinésie. Merci de me rendre mon côté humain. Et quand il est sur le point de tuer Alice, ben, l'hélico va s'écraser. Ah oui, je sais, c'est con, hein? Mais c'est ça qui arrive. Il est sur le point de la tuer, l'hélico s'écrase et là, on voit Alice sortir. Oui, je sais ce que vous vous dites, mais si elle est humaine, Steve, comment elle fait pour survivre à l'écrasement d'un hélico? Ça, c'est la magie de Paul W.S. Anderson. On se retrouve maintenant 6 mois plus tard, en Alaska. On est dans un cimetière d'avions où Alice se balade. Elle se balade et s'interroge sur le sens de sa vie jusqu'à ce qu'elle retrouve l'hélico du 3. Presque 200 jours plus tard, il est toujours identique à ce qui ressemblait dans le 3. Bizarre. Peu importe, Alice continue ses aventures de vlogueuse YouTube. J'ignore si je réussirai à continuer longtemps. Elle finit enfin par trouver une survivante. Heureusement, parce que si on a eu 15 minutes d'action au début, là, ça fait 15 minutes qu'il se passe rien. Mais c'est Claire! Souvenez de Claire, Ali Larter dans le 3. Sauf que là, maintenant, elle a un bidule sur le thorax. Alice va lui enlever son bidule sur le thorax et on aura le droit à des dialogues incroyables. Est-ce que tu te souviens de moi? Je m'appelle Alice. On part maintenant donc de l'Alaska parce que Arcadia est pas là. Et il décide de longer la côte ouest pour se rendre à San Francisco ou Los Angeles ou quelque part comme ça. Dans leur avion, elle et Claire discutent. On voit la puissance du jeu d'acteurs des deux actrices, quoi. Des personnages hyper intéressants, extrêmement complexes, qui nous dévoilent une palette d'émotions rarement exploitées au cinéma. Peut-être que tu pourrais me détacher? Faudrait qu'on se connaisse un peu mieux que ça avant. Elles arrivent donc à Los Angeles le 6 mai à 18h. Si je vous dis ça, c'est parce qu'ils disent dans le film. Ils arrêtent pas de nous mettre des notions de temps depuis le début du film. Mais ça n'a aucune logique. Oui, parce que même s'il serait arrivé le 7 mai ou le 9 mai, est-ce que ça aurait changé quelque chose à l'histoire? Non. Et ils vont trouver des survivants sur le toit d'une prison. Alice va décider de faire atterrir son avion sur le toit de la prison. Et ça, c'est même pas dans le top 3 des trucs débiles et impossibles que j'ai vus dans les 3 derniers films. Malgré que ça, c'est pas loin d'atteindre le top 3, quoi. On a maintenant le droit à une présentation entre les gens qui sont sur le toit, Claire et Alice, mais également à de splendides effets numériques. Wow! Bel atterrissage. Techniquement, c'est plutôt un crash. Et maintenant, elles doivent retrouver Arcadia. Et vous savez ce qui tombe bien? Eh bien, c'est qu'en atterrissant sur le toit de la prison, eh bien, Arcadia est à portée de vue. Oui, Arcadia n'est pas une ville, mais bien un bateau. Et le bateau est à portée de vue d'où ils sont. Nouvel objectif, monter sur le navire. On doit monter sur ce navire. On doit monter sur ce navire. On développe un peu plus les personnages en faisant semblant qu'il y a une histoire à ce film-là. Ils mangent ensemble dans la prison, ils se baladent dans la prison, ils parlent de comment ils sont arrivés dans la prison. Et que dans la prison, ils ont eux-mêmes un prisonnier. Un prisonnier
qu'on connaît bien parce que c'est justement un spécialiste de prison. Je m'appelle Chris. Le mec faisait partie d'une unité militaire, mais maintenant, il est prisonnier. Et personne fait confiance à ce mec-là, OK? Par contre, quand Alice leur montre toutes les armes qu'elle a apportées avec elle, personne se pose de questions, quoi. Je trouve ça vachement sexiste. Wow! Laissez-moi vous dire que dans ce film-là, Ali Larter paye le prix de pas être marié avec le réalisateur. Ouais, parce qu'on la voit presque pas à date, et en plus, quand on la voit, elle a rien à dire. Et là, pour nous donner un peu d'espoir, on nous montre quelque chose qui a l'air intéressant, quoi. Sur le point de prendre une douche, Alice est attaquée par un mutant sorti du sol. Cette situation semble créer un sentiment d'urgence, ce qui fera en sorte que Alice décidera de libérer Prison Break, qui lui apparemment aurait peut-être des solutions. Laissez-moi en douter. Je me demandais combien de temps ça prendrait. Mais là, faut faire attention, parce que Paul Anderson décide de nous envoyer un de ses revirements en plein visage, dont seul lui a le secret. Je te connais pas. Claire, je suis ton frère, tu te rappelles pas? Je vous avouerai que ça, je l'avais absolument pas vu venir. Tiens, voilà le mutant et son marteau. Maintenant, on a 3 groupes, parce que je vous rappelle que leur objectif, c'est de se rendre sur Arcadia. On a un groupe à la grille qui va s'occuper du mutant au marteau. On a un groupe d'apprentis soudeurs qui vont essayer d'ouvrir une porte pour aller chercher un véhicule. On a Alice, Prison Break et une fille avec des nibards qui vont essayer d'aller chercher des armes. Et justement, pour la fille avec les nibards, ça va pas bien. Par contre, Alice et Prison Break vont se rendre à l'armurerie et trouver assez d'armes, je crois, pour envahir un petit pays sud-américain. Très joli. Les soudeurs, eux, finissent par ouvrir la porte, trouver un véhicule. Mais malheureusement, c'est un véhicule qui n'a pas de moteur. Oh non, ne me dis pas que ce truc devrait se trouver là-dedans. Ça peut pas se remettre? Kim Coates, qui joue un trou de cul dans tous ses films, joue encore une fois un trou de cul. Parce qu'il va tuer un mec. Et après avoir tué le mec, il va remonter sur le toit, prendre possession de l'avion et s'en aller avec l'avion. Parce que piloter un avion, c'est facile. Et tout cela sera bien sûr suivi d'une invasion de zombies. Maintenant, faut me spécifier si Alice est humaine, comme elle est supposée d'être, ou si ses pouvoirs sont revenus. De retour dans les douches, Alice et Claire se battront contre le mutant au marteau géant. Et laissez-moi vous dire que ce film-là n'a pas super bien vieilli. Du super ralenti, des écrans verts et de la fausse pluie. On a Claire en héros de la race humaine maintenant. Paul W.S. Anderson, quand il y a des femmes dans ses films, eh bien, il y a des gros plans de femmes dans ses films. Malheureusement, le mutant n'était pas mort et c'est Alice qui viendra l'achever. Question encore une fois de prouver que Ali Larter n'est pas mariée à Paul W.S. Anderson. Donc ce n'est pas elle qui sera le héros de ce film. Après avoir tué la créature, Alice et Claire rejoignent le groupe. Et maintenant, ils sont plus que 3. Il faut qu'on avance. Claire, son frère et Alice arrivent enfin sur le bateau. Faut que je vous explique que niveau montage, on nous montre pas comment ils se rendent sur le bateau. On nous les montre sur une chaloupe en train de se rendre sur le bateau. Donc, ils ont traversé la ville en souterrain. Et on doit accepter que ça a été facile. Sans aucune surprise, ils montent sur le dernier rempart de l'humanité super facilement. Et comme si personne ne l'avait vu venir, ce bateau appartient à Umbrella Corporation. Umbrella. Et c'est à ce moment-là, quand Claire voit le logo d'Umbrella, qu'elle a un flashback. Et un flashback, c'est exactement ce qui manquait à ce film-là, quoi. Non, c'est pire que ça. C'est un piège. Un piège?
Non, pas Umbrella Corporation, voyons. C'est des gens bien. Ils ont gardé des survivants pour faire des expériences sur eux. Alice décide de libérer tout le monde. Parce que Alice, elle est humaine en dedans d'elle. Fais-la remonter. Remonte-les tous. Donc, tous les tubes avec les survivants sortent du sol. Et là, ils commencent à leur enlever leurs trucs. Oui, le même petit truc qu'Ali Larter avait au début du film. C'est jamais expliqué dans le film, ça sert à quoi. Et il y a même une fille du 3 qui revient à la fin du film. Fan service. Kmart, tout va bien. Tout va bien. Pendant que Claire et son frère sont en train de sauver des gens, Alice, elle, commence à explorer le bateau. Et laissez-moi vous dire qu'il est énorme, ce bateau! Non, mais de l'extérieur, ça avait l'air de rien comme ça, là, mais à l'intérieur, c'est gigantesque. Elle va même trouver une seconde pièce au fond de la gigantesque pièce qu'elle vient de traverser. Moi, je vous le dis, il y a 2 codes postales sur ce bateau-là, tellement il est grand. Et devinez qui l'attend dans la seconde pièce. Tu n'as pas été trop difficile à trouver. Alors que Kim Coates revient dans le film sans aucune raison valable, vraiment, vous remarquerez que Alice est plus sale dans ce film-là, OK, que dans le 3 où c'était un désert post-apocalyptique. Un détail qui m'a marqué. Pas étonnant que ton équipage ait abandonné le navire. Donc, le président, ce qu'il veut, c'est bouffer Alice. Parce que s'il bouffe de son ADN, comme elle est la première à avoir résisté au virus T, il pense que lui aussi, ça va le rendre plus fort. Quoi, c'est pas dans les jeux, ça? Et dans le 4, ils ont décidé de modifier les chiens, après 3 films où ils étaient identiques. Et que commence la baston de la honte. On a le droit à un ramassis de trucs qu'on avait déjà vu 100 fois en 2010. Logique, mais quelle logique? Ce coup-là, peut-être. Je vois déjà dans les commentaires, oui, mais Steve, c'est un film Resident Evil. Tu t'attendais à quoi? Il libère tous les survivants et le président, lui, s'est régénéré et se casse en hélico. Sauf qu'Alice avait prévu le coup. Elle sait toujours quel hélico le président va prendre. Ça, c'est pas un super pouvoir, c'est juste ce qu'on appelle l'instinct. Et enfin, c'est la fin de Resident Evil Afterlife. Je n'espérais pas qu'on trouverait autant de survivants. Comme une coloscopie sans fin, je continue mon parcours dans une des pires sagas de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui à revue de 2012, Resident Evil Rétribution. Et ça commence à faire 5 films de Resident Evil que je vois, là. Le film commence par un mannequin ukrainien qui défonce la race d'un hélico du futur. Ça, c'est la puissance d'une mannequin ukrainienne. Paul W.S. Anderson décide de nous retransporter sur le plus grand bateau cargo de l'histoire de la planète. On est au ralenti et à reculons en même temps. Le gars est un artiste. Après 5 minutes de générique, on a le droit à 3 minutes de narration. Je sais pas si on essaie de me torturer ou juste de me rappeler que j'ai déjà regardé 4 autres films de cette saga-là, mais ils ont plus grand-chose à dire rendu au 5e film, donc pendant 3 minutes, on nous explique qu'il y a eu 4 films avant. Une fois encore, nous devions nous battre. De retour sur le bateau, Alice tombe à l'eau et se réveille dans un lit avec une nouvelle coupe de cheveux. Attention, j'ai le sentiment qu'on est dans une simulation. Et regardez bien qui est son mari, un homme qu'on connaît bien, Olivera. T'es mon petit ange, tu le sais ça. Toi, tu es en retard, tu te souviens pas? En plus, la version d'Alice qu'on rencontre maintenant a une jeune fille sourde. Sauf que dans la VF, ça change rien. En VO, tu l'entends parler et faire les signes, comme une sourde parle. Dans la VF, c'est juste une fille qui parle et qui fait des signes en même temps. De toute façon, on s'en fout, il y a des zombies.
Occupe-toi de Vicky! Elle va décider d'aller se cacher dans le grenier avec sa fille et une batte de baseball. Tout ça pour sortir du grenier et jouer au baseball. À l'extérieur, c'est la folie et encore une fois, Michelle Rodriguez nous prouve qu'elle peut pas mourir dans un film. Que ce soit Resident Evil ou la série Fast, Michelle Rodriguez est immortelle. Allez, montez dans la voiture! Malheureusement, ils auront un accident de voiture juste à côté d'un hélico en feu et Mila et sa fille décident d'aller se cacher quelque part dans une piole qui est pas sa piole à elle. C'est là qu'elle va tomber face à face avec son mari zombie. Et on a le droit à un des plus grands montages de la carrière de Paul W.S. Anderson. On retrouve donc maintenant la liste du début, j'imagine. Et elle est en attente d'interrogation. Est-ce que ça veut dire que les 15 premières minutes du film servaient à rien? Oui. Mais, d'un autre côté, c'est le retour de Jill Valentine. Une actrice qui, après avoir joué dans Resident Evil, ne pouvait simplement plus se trouver de travail. Elle est donc revenue à Resident Evil. Mais question de nous montrer son évolution, elle est maintenant blonde. Pourquoi t'es-tu retourné contre Umbrella? Qu'est-il arrivé à Chris et Claire? Sans vraiment savoir pourquoi, la porte de la cellule d'Alice va s'ouvrir. Et juste à côté de la porte, un tiroir va s'ouvrir. Dans le tiroir, un joli costume qu'elle portera tout le long du film. Système de sécurité déconnecté. Quand Mademoiselle Valentine va se rendre compte que Alice est sortie de sa cellule, ça va l'énerver. Elle non plus, elle comprend pas pourquoi. Et donc, pour la 3e fois en 5 films, il va avoir le truc des lasers. La première fois, c'était génial cette scène-là, ok? La 2e fois, utile, c'est comme ça qu'elle tue le méchant. Mais la 3 fois, c'est un peu abusé. Peu importe, Alice se retrouve à Tokyo. Elle va trouver une chaîne avec un cadenas, ok? Et un flingue dans une voiture de police. C'est important parce que c'est avec ça qu'elle va se battre plus tard. Par contre, là, on est exactement au même endroit qu'au début du 4. Identique, pareil. Pas Paul. Je l'ai déjà vu, cette scène-là, moi. C'est à ce moment-là du film où je me suis demandé, ok, combien de trucs qu'on a déjà vus dans les 4 premiers films, est-ce qu'on va voir dans le 5? La réponse, beaucoup. Sinon, comme promis, Alice se bat avec un cadenas dans un corridor blanc. Et je crois sincèrement que ce film-là était sorti en 3D à l'époque, parce qu'il y a des trucs que tu vois que c'était fait pour la 3D. Mais moi, je le regarde en 2D. J'ai juste envie de souligner à tout le monde que le budget de lumière LED pour ce film-là a dû être énorme. Ah non, mais des LED rouges, des LED blanches, des LED rouges, des LED blanches. Le mec avait une vision, OK? Alice va trouver une cache d'armes en tout genre et de gros flingues, mais elle sera interrompue par une Asiatique nommée Wong. Nommer une Asiatique Wong dans un film, c'est risqué. Je m'appelle Ada Wong, tu travailles pour Umbrella Corporation. Tiens, lui aussi, on l'a déjà vu dans les autres films. Quelle originalité, Popol! Ce que tu as vu ne sont que des lieux recréés sur ordinateur. Rien de plus. Maintenant, laissez-moi vous expliquer la situation, OK? C'est pas compliqué. Alice est dans une genre de grosse base d'Umbrella en Russie où ils peuvent simuler plein de pays et plein de villes du monde. Oui, je le sais. Moi aussi, j'ai trouvé ça comique. Wong est là pour aider Alice à se sortir de cet endroit-là et le méchant va également aider Alice à se sortir de cet endroit-là. Quelle est la motivation du méchant? Est-ce que c'est vraiment important? Quelle est la motivation de Wong? Je sais pas. Cette installation est située sur les terres du Kamtchatka, au nord de la Russie. Le méchant a également engagé un groupe de mercenaires qui débarquent en Russie pour aider Alice. Sauf que plus tard dans le film, on va comprendre que c'est Alice qui est obligée de toujours les aider et les sortir de la merde, et que eux, en réalité, ils font juste ralentir Alice. 2 heures. La boss de Jill Valentine, c'est l'intelligence artificielle nommée la Reine Rouge. Tout le monde se souvient de la Reine Rouge. Rendu à ce point-là dans le film, ok, là, même Mila en a plein le cul du fanservice. Vous allez tous mourir ici. Ça va, tu l'as déjà dit. Maintenant, elle se retrouve à New York City. On ramène les gros zombies avec les marteaux de guerre du 4. Alice s'était battue avec ce gros zombie-là dans une toilette avec Ali Larter dans le 4. Sauf que ce coup-là, pour que ça soit plus dur, parce qu'on a déjà vu Alice torcher une de ces créatures-là,
Ben, Paul en a mis 2. Bravo, pas Paul. Encore une fois, une créativité incroyable. Cours, Mila! Mais cours! Ce film-là est sorti en 2012, OK? La Matrice est sortie 13 ans avant, en 99. Donc, pour démontrer au public, OK, que Paul W.S. Anderson a masterisé la technique du bullet time, ben Mila va finir par tuer la dernière bestiole avec du bullet time. C'est vachement impressionnant. Après cet incroyable fait d'armes, Alice et Wong décident de quitter New York et se retrouvent maintenant à Raccoon City. Et c'est à Raccoon City, dans la piole où on a vu sa clone au début du film, qu'elle va rencontrer la fille de sa clone. Et là, la fille, même si elle n'a pas la même coupe de cheveux, même si elle a une armure sur le dos et même si elle a des flingues dans les mains, va croire que cette version-là de Mila est sa mère. Et ça, c'est un moment empreint d'humanité et de tendresse, OK? Ce qui demande à une mannequin ukrainienne de démontrer de l'empathie pour une autre personne dans un film. Phénoménal. Qu'est-ce que t'as fait à tes vêtements et à tes cheveux? Et ensuite, on a le droit à encore du fanservice. Ce coup-là, c'est le squad du premier film qui se pointe avec encore une Michelle Rodriguez dans un autre rôle. Sérieux, je suis épuisé, là. Il y a une enfant. C'est votre problème, pas le nôtre. Donc, l'équipe d'Umbrella Corporation qui aidait Alice dans le 1 décide maintenant de vouloir tuer Alice. Et là, ils vont tirer à peu près 150 000 balles dans la maison sans jamais atteindre Alice ni Wong. Juste regardez là, ce plan-là que j'ai gardé. Il y a des trous partout, sauf où ils sont. Ensuite, une fusillade dans un univers simulé. C'est ce que c'est, quoi. On sait très bien que Alice ne mourra pas là. On ne peut pas rester ici! Elle finit donc par trouver le moyen de quitter Raccoon City seule et laisser Wong derrière elle pour finir à Moscou. Et à Moscou, elle va rencontrer une autre version de Michelle Rodriguez, celle que sa clone avait rencontrée au début du film. Mes félicitations, tu es officiellement une méchante. Et à Moscou, si elle est là, c'est pour aider les mercenaires qui étaient supposés de l'aider. Eux, ils ont eu des soucis avec des spitnazes. Ces gars-là servent absolument à rien dans le film, sauf quand on voit un se faire tuer par une tronçonneuse. Ça, c'est moyen divertissant, quoi. Et de toute façon, on sait très bien que c'est Mila qui finit par les sortir de la merde et les sauver. Parce que Mila, elle est capable de conduire sur les escalators d'un métro. Dites-le à haute voix 3 fois de suite, là, et vous allez voir que vous allez finir par y croire. Parce que Mila, elle est capable de conduire sur les escalators d'un métro. Parce que Mila, elle est capable de conduire sur les escalators d'un métro. Parce que Mila, elle est capable de conduire sur les escalators d'un métro. Tout ce beau monde-là finit par se retrouver sur la plateforme pour se casser de la base d'Umbrella Corporation. Mais il n'y a pas d'électricité. Ça, c'est un souci. Par contre, on a le droit à une leçon de jeu de Milla Jovovich qui puise probablement dans sa propre expérience de mère pour nous démontrer à nous comment elle est maternelle. Sois forte. Je vais te protéger, je te le jure. Je pourrais pointiller sur 2-3 petits trucs comme le fait que cette version-là de Alice parle le langage des signes. Pourquoi est-ce qu'elle aurait appris le langage des signes si elle n'a pas d'enfant qui a besoin qu'elle sache le langage des signes? Mais comme il y a un méga turbo super zombie qui va kidnapper sa fille, on va passer à ça, là. Et là, le chef des mercenaires va lui dire « On s'en fout, c'est pas ta fille. » Mila va lui dire « Non, mais c'est comme si. » Nous, les spectateurs, on va dire « Mais Mila, c'est pas ta fille, tu la connais depuis 2 minutes à peu près. » Puis Mila va nous répondre « Oh, je fais ce que je veux. » Donc, elle envoie chier tout le monde et part à la recherche de sa fille. Ne partez pas sans moi, ok? Tu te fous de moi? Je viens avec toi. Et pendant qu'elle est partie à la recherche de sa fille, l'équipe d'Umbrella du 1 attaque les mercenaires du 5. Paul sait ce que son public veut et donne à son public ce que son public veut. Pendant ce temps-là, Mila change de film. Elle va se retrouver dans la saga Alien. C'est dur de pas voir le personnage d'Alice comme une énorme Marissou. C'est vraiment dur. Elle va bien sûr finir par sortir la petite fille du cocon, mais pendant ce temps-là, du côté des mercenaires, Wong se pointe en tant qu'otage du groupe d'Umbrella Corporation du 1. Ça veut dire, OK, qu'ils ont pris en otage Wong, un personnage qui a absolument pas été développé durant le film, dont tout le monde s'en fout,
et qu'on doit croire au fait qu'ils sont prêts à tout sacrifier pour sauver Wong. Jetez vos armes et montrez-vous. Mila va trouver une chier de clones. Oui, parce que dans des simulations, t'as besoin d'humains. Donc, ils ont cloné des gens, dont Mila, par exemple, afin de remplir leur simulation. C'est ça, à quelque part, le démon qui existe en dedans d'Umbrella Corporation. Ce diabolique besoin de cloner des gens sans leur permission. Maman, c'est qui elle? Et là, sortie de nulle part, Mila décide de mentir à une enfant. T'es ma maman, tu le jures? Oui, je le suis maintenant. Et toi, Patrick, t'en penses quoi? De belles histoires, tu parles que des conneries. Sinon, ils vont finir par tout faire péter. Et quand je dis tout faire péter, ils font tout péter. Il reste Mila et 2 mercenaires en vie. Wong reviendra plus tard dans le film. Et avec une 20aine de minutes à faire au film, on nous vend l'idée qu'il y aura bientôt des hélicos. Ça, c'est important parce que t'as besoin de quelque chose à quoi t'accrocher rendu là dans le film. Les hélicos arrivent. Alors, installez-vous confortablement. Mais rien n'est jamais aussi facile que prévu pour les mannequins ukrainiens qui jouent dans des films réalisés par leur mari. Umbrella, grâce à leur sous-marin, se pointe devant eux. Jill Valentine et Michelle Rodriguez ont toujours Wong en otage. Et là, Michelle Rodriguez va s'injecter un truc pour devenir une boss bitch. Jill, elle a un gros bâton. Il y a énormément de tension entre 2 femmes qui sont beaucoup trop belles, selon moi, pour utiliser tant de violence. Paul Anderson va faire quelque chose que moi je considère impardonnable. Il va voler une idée à Roméo doit mourir, le film des années 2000. C'est exactement ce qu'on avait vu pour la première fois dans Roméo doit mourir, et il va le mettre dans ce film-là. Voler des choses à la Matrice, c'est une chose. Voler des trucs graphiques à Roméo doit mourir, c'est que t'es un gars vachement désespéré, quoi. Je me demande s'il se dit pas, genre, c'est pas grave, personne se souvient de ce film-là, personne va s'en rendre compte. De toute façon, revenons au film où, dans un revirement de situation absolument pas attendu, Mila enlève le truc rouge que Jill Valentine a ici et tout d'un coup, Jill veut plus la tuer. Les mecs sont totalement incapables de combattre contre Michelle Rodriguez, donc Mila va prendre les choses en main. Pourquoi demander à 2 hommes ce qu'une Marissou peut faire? Et ça va être super facile pour Mila, parce qu'elle va voir tout de suite qu'il s'agit juste de tirer sur la glace, laisser Michelle Rodriguez couler, et elle va se faire bouffer par des zombies sous-marins. Je te retrouverai un jour ou l'autre! Je te souhaite bonne chance. Si ça vous intéresse, il y a enfin un hélico qui se pointe. Mila est maintenant maman et elle fait la paix avec Jill Valentine. Et là, ils sont dans un hélico en Russie, OK? Vous savez c'est où géographiquement la Russie. Et ils vont se rendre à Washington dans le même hélico. Vous savez c'est où Washington. Une chose certaine, c'est tout un hélico, OK? Où est-ce que tu es installé confortablement? Elle arrive donc à Washington et va rencontrer le méchant du 4 qui va lui redonner ses pouvoirs. Comme si elle avait besoin de plus de pouvoirs. Avec une scène qui nous remplit d'espoir pour l'épisode 6, c'est la fin de Resident Evil Rétribution. Moi, j'ai besoin d'une douche, d'un scotch, d'un steak et d'une bonne pour me remonter le moral. Parce qu'aujourd'hui, à revue de 2016, Resident Evil Final Chapter, le chapitre final. Et ça commence maintenant. Voici l'histoire d'Umbrella Corporation. Le film commence à la surprise générale par une narration. Eh ouais, un autre film Resident Evil qui commence par une narration. Et devinez ce que nous rappelle la narration du 6e film? Bah, tout ce qui s'est passé dans le 1, 2, 3, 4 et 5. J'imagine que vous avez vu mes vidéos sur le 1, 2, 3, 4 et 5. Sinon, j'attends.
Et maintenant, souvenez-vous que lors de l'épisode 5, on nous avait promis une énorme bataille. Washington, envahi par la menace zombie, face aux derniers survivants de la race humaine. Est-ce que l'épisode 6 remplit ses promesses? Il découvrit le virus T. Absolument pas, non. On nous avait promis un énorme combat, on a le droit à une origin story. Maintenant, je dois passer par-dessus une énorme frustration. J'avoue qu'après le 5, j'y croyais à ce combat. J'avais envie de voir ce combat-là. Ça aurait été excitant, une énorme bataille de zombies, quoi. Mais il n'y en aura pas. Est-ce que cela a influencé mon attitude en regardant le film? Absolument. Je répète à tout le monde que le 5 nous avait fait une promesse et que le 6 ne la tient pas. Par contre, on a le droit à Alice qui se bat contre un zombie boursouflé. C'est pas la première fois que Resident Evil me chie dans les mains, et c'est sûrement pas la dernière. Et pour ceux qui se demandaient, mais qu'est-ce qui peut bien manquer à cette saga incroyable? Eh bien, un zombie ptérodactyle. Moi je dis, pourquoi pas, surtout s'il se bouffe un Hummer en pleine gueule. Et comme l'énorme Hummer ne réussira pas à le tuer, Alice va utiliser une Claymore, une mine antipersonnelle. Sacré Alice. Sinon, c'est relax comme intro. Alice se balade dans les décombres de Washington. Elle trouve un couteau, une imprimante. Mais surtout, elle va rentrer en contact avec la Reine Rouge qui, elle, veut tuer tout le monde. Et tenez-vous bien, elle veut qu'Alice l'empêche de tuer tout le monde. Et par tout le monde, je veux dire les 4472 humains qu'il reste sur la Terre. C'est un chiffre extrêmement précis, je trouve. 4472. Et elle a 48 heures, bien sûr, parce que Paul Anderson, il aime ça rajouter des trucs de temps. Donc, il rajoute un 48 heures. Question que ça n'ait aucune influence sur l'histoire. Ils cesseront d'exister dans les prochaines 48 heures. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, la Reine Rouge change d'idée et ne veut plus tuer tout le monde en gardant 4472 personnes en vie? Au début du film, on ne l'explique pas trop, on le saura plus tard dans le film, mais rendu au 6e épisode de cette saga-là, est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Je vous répète qu'elle est à Washington et que maintenant, elle doit se rendre à Raccoon City, dans le Hive du premier film. Paul Anderson, c'est un mec qui travaille en concept. Vous voyez, c'est le concept du cercle qui se termine. Le mec est un artiste. C'est pas la première fois que je vous le dis, ça. Et comme le Hive est le seul endroit où on n'est pas allé dans le 5, c'est presque une surprise. Umbrella a développé un antivirus transporté par l'air. Et comme elle a 48 heures, combien de temps va-t-il rester quand elle va arriver au Hive? 2h19. Oui, je vous le dis tout de suite, 2h19. Et là, vous vous posez sûrement une question, mais attends, on va faire quoi pendant les plus de 45 heures qui restent? Excellente question. Déjà, elle va se battre contre des mecs en moto. Quand elle a fini de se battre avec les gars en moto, il reste plus que 4467 êtres humains en vie sur la Terre. Ça, c'est un truc qui m'énerve tout le long du film. Elle sait qu'il reste presque plus d'humains, mais elle continue de tuer des humains. Peu importe, parce qu'elle finit par se faire prendre prisonnière, ok, des gens qui étaient avec ceux qu'elle vient de tuer. Et devinez qui est le chef de ces gens-là. Un autre mec qui mourra jamais, le docteur Isaac. Mais je t'ai tué. Et pourtant, je suis là. Connaissant super bien Alice, ok, il aurait pu la tuer d'une balle dans la tête tout de suite, comme ça, boum, c'est fini. Mais non, c'est un con. Il va lui donner la chance de s'évader parce que c'est un homme au grand cœur, ok? J'avoue qu'elle est dans une situation de merde, attachée à un camion avec des zombies au cul, mais c'est Alice. Tu peux pas donner la chance à Alice de s'évader. Parce que Marissou, à un moment donné, elle en a plein le cul de courir. Donc, elle va décider de s'évader. Elle va même se battre avec Mormon, ok? Et presque le tuer. Cette version-là du personnage va nous faire chier tout le film. T'échapperas pas! Pourchassée par une sulfateuse et des missiles, Marissou réussit à éviter les balles comme seule une mannequin ukrainienne peut le faire. Donc, super facilement. Elle arrive ensuite à Raccoon City où elle va se prendre un énorme tuyau dans la gueule. Mais inquiétez-vous pas, son maquillage est correct. Encore une fois, elle va rencontrer des anciens copains. Parce que oui, il reste juste 4467 êtres humains en vie, mais
Alice en connaît au moins la moitié, je dirais. Alice? Tu vois la connexion incroyable que Ali Larter et Milla Jovovich ont bâtie à travers les épisodes. Le docteur Isaac. Je croyais que tu l'avais tué. Je le croyais aussi. Elle est maintenant dans un genre d'énorme forteresse de survivants, OK? Elle est à Raccoon City, c'est déjà ça. Mais si la priorité est d'aller au Hive, il y a des choses à régler avant, comme par exemple Mormon et ses zombies qui se pointent. C'est une armée. Et leur plan est hyper simple, c'est de faire confiance à la puissance du feu. Ils aimeraient bien sauver une humaine à un moment donné, mais Mormon a la puissance de la sulfateuse avec lui. Feu! Mormon, il y a des missiles aussi. Des missiles, ça fait des gros booms. On a le droit à un barbecue de zombies ensuite. Et ça, les barbecues de zombies, moi, je suis 100% pour. Je vais vous montrer un truc et vous vous demanderez peut-être, mais que fait Alice? Alice fait ce que Alice est capable de faire. À titre de référence, Alice est immunisée à la sulfateuse. Hein? Feu! Là, Alice, ce qu'elle va faire, c'est que maintenant qu'elle est rendue en pleine guerre de zombies, simili-guerre, parce que c'est pas la guerre qu'on voulait, mais c'est la guerre qu'on a eue, elle va essayer de faire sauter le tank à Mormon. Et elle va réussir. Elle rentre dans le tank, elle cherche Mormon partout. Elle va pas le trouver. Alice est tellement énervée, OK, qu'elle va tuer un Chinois. Encore une fois, son peu de respect pour la vie humaine pourrait coûter très cher dans l'avenir. D'autres zombies sont en route, donc ils se rendent compte qu'ils se sont peut-être battus pour rien en fin de compte et qu'ils ne pouvaient pas éviter l'invasion de zombies. Et c'est à ce moment-là qu'elle regarde sa montre qu'elle se dit « ça serait peut-être une bonne idée de m'occuper de ma mission principale. » Donc, il arrive au Hive. Là, qu'est-ce que c'est? La partie du Hive qui a été détruite dans l'explosion. Et pour ceux qui se demandaient « Est-ce qu'il va y avoir des chiens zombies dans le 6? » D'après vous. Courez vite! Après maintes tentatives, ils finissent enfin à entrer dans le Hive. Et là, je vais sauter une chier d'exposition, OK? Parce que si rendu au 6e film, vous savez pas que c'est le virus T qui a créé l'apocalypse, je sais pas quoi vous dire. La seule chose qui rajoute dans toute l'exposition qu'on va avoir, c'est qu'en réalité, Umbrella Corporation voulait créer l'apocalypse. Et encore une fois, si t'es au 6e film et que t'as pas compris qu'Umbrella Corporation, c'est des trous de cul, je peux rien faire pour toi, là. Je propose de mettre fin à ce monde. Ensuite, ce film-là a, je dirais, entre 15 et 30 minutes de trop. C'est le plus long de la saga à 1h45. Et on perd énormément de temps à regarder Alice combattre la puissance du vent. C'est enchaîné par une autre énorme perte de temps dans des conduits d'aération. Alice va être séparée du groupe et se retrouver avec Omar Epps dans ce qui semble être un laboratoire ou une boucherie. Et même après la mort de Omar Epps, Alice continue de marcher avec l'assurance d'une fille qui sait très bien qu'elle ne mourra jamais dans ces films-là. Elle a survécu à tout ça, c'est pas pour mourir, dans le dernier film. Un autre mec se pointe, et ce gars-là, bien sûr, sera le traître dans quelques minutes. Il reste à Alice 25 minutes pour sauver le monde, et 35 minutes au film. Si la cible continue de suivre sa trajectoire, elle sera tout près de nous dans 7 minutes. Question de nous faire perdre encore plus de temps, des flashbacks du premier film. Et enfin, elle s'approche du QG central. C'est à ce moment-là du film qu'on choisit de nous apprendre que Alice est une guerrière sociale. Elle n'aime ni les puissants, ni les riches. Une arche de Noé pour les riches et les puissants. Allez, aide-moi. Et là, on va apprendre qu'ils ont réveillé un clone de Mormon du docteur Isaac. Et c'est à ce moment-là du film que je me suis endormi. J'ai donc dû recommencer tout le film le lendemain matin. Tout le monde frappe son mur un jour ou l'autre. Nous avons été trahis.
Le traître dont je vous parlais tout à l'heure décide de révéler à tout le monde qu'il est un traître. Tu es toujours armé. Ouais, c'est vrai. Et là, comme si Paul W. Anderson savait exactement quoi faire pour me faire chier, on ajoute des simulations de combat. Tu te demandes, mais pourquoi pas juste faire avancer l'histoire? Pourquoi pas juste terminer ce que tu as commencé? Pourquoi continuer d'ajouter des trucs? Enfin, on a une révélation. Alice est un clone de la fille du cofondateur d'Umbrella Corporation. Tu as cru que c'était toi l'original. Mais non seulement cette fille-là a-t-elle servi de modèle à la Reine Rouge, mais elle est toujours en vie. Et là, on a le droit à Milla Jovovich, mannequin ukrainien bien sûr, maquillée en vieille. Un choix audacieux. Alice, nous n'avons plus beaucoup de temps. Quand t'as fini de comprendre la révélation que tu viens d'avoir là, entre la fille, la Reine Rouge puis la petite vieille, t'as plus aucun intérêt à revoir les 6 films de la saga. Donc, depuis 6 films, on suit les aventures d'un clone. C'est pas vrai. Mais bon, la situation tourne vite au vinaigre. Vous êtes viré. Et Claire, qui avait rien fait du film, et on se demandait pourquoi il l'avait mis dans le 6, mais là, elle va tuer le traître. Qui d'ailleurs, plus tôt dans le film, si ma mémoire est exacte, avait réussi à la séduire. Pitié. Mon cœur. Donc maintenant, on en apprend plus sur l'antivirus qui devrait sauver les 4460 personnes qui restent en vie. Dès qu'ils vont casser le truc, ça va être aérien, et là, ça va tuer tout ce qu'il y a le virus T dedans. Donc, ça va tuer tous les zombies et tous ceux qui ont été infectés par le virus T. Tu sais ce que ça signifie, tu en es consciente. En ce qui te concerne, j'en suis consciente. Et s'il y a une chose que le chapitre final m'a appris, c'est que même maquillée en petite vieille, Milla Jovovich a le regard vide. On aura le droit à une baston sur une plateforme, à une baston dans une salle des serveurs. Apparemment, Paul W.S. Anderson sait ce que son public aime et en redonne jusqu'à ce que son public soit écœuré d'en voir des foutus lasers. Donc, une baston dans un tunnel à laser. Et là, le docteur Isaac va finir par crever. Alice va choper l'antivirus, sortir dehors et se retrouver face à face avec le Dr. Isaac, version mormon, qu'on a vu plus tôt dans le film. Celui qu'elle cherchait et qu'elle a jamais trouvé. De sale clone! Alice va enfin finir par le tuer. Putain, le truc des clones dans ce film-là, ça devient insupportable. Et elle va sauver les 4453 personnes qui restent sur la Terre. Oui, j'ai compté pour vous. J'ai compté tous les humains qui se font tuer dans le film dès le moment où la Reine Rouge nous dit qu'il en reste 4472. J'ai tout compté. J'avais vraiment rien à faire. Et là, on pense pendant 2 secondes qu'ils vont tuer Alice. Mais non, ils tueront pas Alice. Ça s'appelle le chapitre final, mais il faut quand même garder une porte ouverte pour des suites. Mais pourquoi je suis encore en vie? J'en sais rien. En plus de ne pas la tuer, ils vont décider de lui permettre de downloader, de télécharger les souvenirs de la Reine Rouge, de la vieille, etc. Ce qui va faire d'elle plus une humaine qu'un clone. Ils vont lui donner des souvenirs. J'étais tellement content qu'on arrive à la fin du 6 que j'avais les larmes aux yeux. L'enfance que tu n'as jamais eue. Et c'est avec énormément de fierté que je vous dis que c'est la fin de Resident Evil Final Chapter. Jusque-là, ma mission n'est pas terminée. Je vais essayer d'être le plus concis possible, mais c'est difficile d'être concis sur la saga Resident Evil. Parce que même la saga est pas très concise. Puis c'est extrêmement inégal. Donc je dirais ceci. L'épisode 1, 2 et 3, tu peux trouver quelque chose pour te divertir là-dedans. Mon préféré demeure le 1. Après, je trouve que ça baisse en qualité jusqu'à arriver au 6 où c'est du gros, n'importe quoi. Mais dans le 2 et dans le 3,
quelqu'un qui aime ça va trouver quelque chose pour se divertir. Le 4-5-6, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça demeure quand même assez incroyable pour moi qu'ils aient réussi à faire 6 films sans vraiment jamais se baser sur les jeux, quoi. C'est vraiment un outil pour mettre Milla Jovovich en avant, ces films-là. Le nombre de gros plans de Milla Jovovich à travers ces 6 films-là, si je ferais de l'image par image, il doit en avoir au-dessus de 1000. La saga a également accaparé énormément de la carrière de Paul Anderson. Est-ce qu'on a perdu quelque chose au change? Je sais pas, parce que sinon, Aliens vs Predator, c'était pas génial non plus. Hein. Ça n'a pas super bien vieilli. Et moi, je suis toujours curieux de savoir si les fans de Resident Evil, et moi, j'en suis pas un, hein, je connais les jeux, j'ai joué à quelques jeux Resident Evil, mais je peux pas vous dire que je suis un fan de cette saga-là, je connais beaucoup plus les films, et je me demande si les fans se retrouvent là-dedans. Si eux se disent, oui, c'est une bonne représentation, non, c'est pas une bonne représentation, je sais pas, c'est peut-être une curiosité morbide à quelque part de ma part, mais je serais curieux de savoir si les fans, eux, ils en ont tué pour leur argent à travers les Resident Evil, ou comme les fans de films d'action, ils se sont fait baiser un peu. Au moment où j'enregistre cette vidéo-là, on vient tout juste d'apprendre que Zach Krieger, le réalisateur de Barbarian et Évanoui, va faire un film Resident Evil et il a annoncé que ce sera absolument pas canon avec les 6 films de Milla. Personne n'est surpris par ça. Et j'imagine que ça va être assez particulier parce que Zach Krieger a un ton assez particulier dans ses films. Donc, sincèrement, j'ai envie d'y croire et je suis curieux. Barbarian, j'avais bien aimé, et Évanoui aussi. Donc, je suis curieux de voir s'il va pouvoir transférer ce qu'il est capable de faire dans ce genre-là à Resident Evil. Et peut-être que lui, il aura l'intelligence de se baser un peu plus sur un des jeux. Mais ça, c'est peut-être trop demandé pour Resident Evil, quoi. Mais je crois pas que ce soit une mauvaise nouvelle qu'un mec comme ça prenne en charge une saga comme Resident Evil. De toute façon, je crois qu'on a fait le tour de tout ce que Milla pouvait y apporter. Il me reste un film Resident Evil à faire, probablement avant que Zach Krieger sorte le sien. Et ce sera bien sûr Welcome to Raccoon City. Je l'ai pas fait encore parce que j'ai pas encore décidé si c'était un nanar ou un navet. C'est compliqué dans le cas de Welcome to Raccoon City. Ça n'a rien à voir avec la saga de Milla, donc je veux pas la mélanger à ça. Et ça donne pas l'envie qu'il y ait développé quelque chose plus loin avec ça. Hein? Welcome to Raccoon City, c'est une bête à part. Et c'est pour ça que je vais la traiter en tant que telle. Je vous remercie si vous avez pris le temps de regarder la vidéo complète. Je vous remercie 1000 fois. C'est des vidéos qui ont eu relativement de succès sur la chaîne. Et je trouvais que c'était une bonne idée de mettre tous les films de bout en bout comme ça. Alors, je vous remercie d'avoir pris le temps de la regarder. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez bien sûr le faire juste ici. En attendant, on se voit la prochaine fois.